recevoir aujourd'hui Yves Roucaute, que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, puisque on l'avait reçu il y a maintenant un an et demi, 2 ans, je pense, pour son dernier livre. Et ça avait été un des plus grands succès de nos rencontres. Vous aviez été très très nombreux à le suivre en direct et en replay. Et aujourd'hui, on est très heureux de l'accueillir pour son nouveau livre, aujourd'hui, Le Bonheur. Yves Roucaute, pour le présenter très rapidement, professeur d'université, agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d'État, ce qui est quelque chose qui est quasiment disparu comme titre, et l'auteur de, dis non, j'ai pas réussi à compter, mais de beaucoup d'ouvrages, dont le dernier était consacré à l'écologie et aux nouveaux obscurantistes. L'idée, c'est donc d'aborder ce livre dont on va parler aujourd'hui, ce livre qui est à la fois une sorte de conte philosophique et finalement une carte qui nous entraîne dans toutes les spiritualités, les philosophies orientales, occidentales, à travers le temps, à travers la géographie, pour justement essayer de répondre à deux questions qui sont un peu les mêmes. C'est un peu qu'est-ce qu'est le bonheur, qu'est-ce qu'est une vie heureuse, et c'est surtout quoi la spécificité de l'homme. Et du coup, peut-être pour commencer, ça fait un peu le lien, puisque vous commencez par ce moment de l'état de nature, et là, de façon très surprenante, je pense, pour une grande partie des gens de notre époque, moins surprenante pour ceux qui ont lu votre précédent livre, vous montrez finalement que la nature, c'est pas une construction aussi idéale que ça, et que elle n'est pas forcément bienveillante, et que l'état de nature était pas forcément un moment rêvé. Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi on commence à ce moment-là, et jusqu'où ce livre va essayer de nous emmener. Oui, alors donc, en fait, effectivement, c'est un livre qui cherche à trouver ce que j'appelle la formule du bonheur, et qui va la trouver. Et qui est cette formule, et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, y compris d'un point de vue politique et moral, qui est aussi la formule qui permet de trouver la clé pour la puissance des nations et leur richesse. Donc en fait, c'est un peu deux versants du livre qu'on peut lire. On peut le lire de deux façons un peu. La première, évidemment, comme un conte initiatique et le fait d'arriver à trouver son propre bonheur, puisque c'est ça dont il s'agit. Et la seconde, c'est la possibilité de trouver les antidotes à tout ce qui empêche la puissance des nations, et notamment, bien sûr, puisque nous sommes en France, de la nation française. Alors voilà, donc le livre, il se présente comme un conte, effectivement, comme une histoire, mais attention, c'est vraiment l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que c'est pas un truc de bisounours où voilà, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, c'est un vrai conte qui raconte l'histoire de l'humanité, qui colle à la réalité de l'histoire de l'humanité. Concrètement, le livre commence par moi qui m'ennuie en fait, qui m'ennuie à New York. Voilà, je suis d'un côté de la fontaine. Donc c'est vous le vagabond. Et puis en fait, je ressemble un peu à la France, quoi, qui est triste un petit peu, pas très gai. Bon, même Voltaire m'ennuie, alors je laisse Voltaire. Et puis voilà, je suis un peu nostalgique des temps anciens, comme la France l'est parfois un peu de la période où elle était en pleine gaieté, où elle s'amusait, où elle savait vivre. Et puis arrive auprès de moi un bonhomme qui a une besace, qui a une canne, et qui s'assoit donc sur le banc et qui me propose du miel, de la vallée du miel. Alors je rigole, je lui dis, mais attendez, la vallée du miel, ouais, c'est le truc qu'on voit dans Moïse, qu'on voit, etc. Mais enfin, c'est la vallée du bonheur, ça n'existe pas, votre truc. Et il me dit, si, je l'ai trouvé. Alors je suis très étonné, bref, on parle un peu. Et puis à la fin, il me dit, écoutez, j'ai fait un grand voyage. Plutôt que de vous le raconter comme ça, je vous laisse mes carnets de voyage. Et donc voilà, ça se termine comme ça, le premier chapitre où il me laisse les carnets de voyage. Donc je vais regarder et le livre, c'est les carnets de voyage de ce voyageur. Et dès le chapitre 2, donc, on est entraîné par ce carnet de voyage. Le carnet de voyage commence par le début, évidemment le début de l'histoire de l'humanité elle-même, qui est
le fait qu'il s'arrête dans une station, puisqu'il va prendre un train, en fait, et plusieurs trains, vous allez voir, dans une station qui s'appelle la station État de Nature. Voilà. Et cette station État de Nature, en fait, c'est une réelle station en quelque sorte, puisque cette station se situe dans le livre dans un endroit qui s'appelle donc Odullvaï, c'est les grottes, les gorges d'Odullvaï. C'est là où on a découvert notamment un des plus importants sites du Paléolithique où vivaient nos ancêtres. Il y a donc 1,8 million d'années. Et donc là, il rencontre une femme qui s'appelle Marie Liquet, qui est celle qui, avec son mari, ont découvert ce site. Et il discute avec elle. Donc, parce que tout le long du livre, il va discuter avec les gens qu'il rencontre. Et donc, il lui dit, mais vous êtes dans l'état de nature, là, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on l'a quitté, au fond? Je veux dire, pourquoi on n'a pas continué à vivre cette vie de nomade? Et alors, elle explique exactement ce qui a été l'état de nature. Elle explique que, bien sûr, elle s'amuse d'ailleurs. Elle dit quoi? Vous croyez que dans l'état de nature, c'est bien, c'est sympa, parce que vous êtes avec vos vaccins, votre gilet, vos shorts et tout ça, vos chaussures, vous croyez que c'est super? Il dit, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et elle raconte l'histoire de l'humanité rapidement. C'est rapide, en 2-3 chapitres. Elle raconte un peu comment l'humanité a réussi à survivre, et si difficilement, puisqu'il a dit, voilà, Jean Romeau, il y avait 22 espèces, il n'y en a qu'une qui a survécu. Alors la gentille Gaïa, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on dit. Et elle explique pourquoi toutes les autres espèces ont été exterminées, sauf la nôtre. Et donc les réchauffements, parce que c'est pas d'aujourd'hui que, le cas échéant, il y en a, s'il y en a, les refroidissements, et notamment les glaciations, qui alors là, pour le coup, sont monstrueuses. Et on a eu plusieurs dizaines, enfin plus de 17 glaciations, dont quelques-unes épouvantables, qui font que bien, toutes les espèces ont été exterminées, etc. Elle raconte les maladies génétiques, les maladies, surtout les cancers qui existaient déjà, etc. Donc elle prouve tout ça, elle raconte tout ça. Alors, moi, je suis un peu étonné. Enfin, le voyageur est un peu étonné et se dit, mais alors, c'est quoi cette histoire? Alors, ça veut dire que... Mais enfin, ça veut dire que c'était pas si bien que ça. Il dit, écoutez, c'est simple, hein, c'est pas pour rien qu'ils étaient nomades, tous ces gens-là. Donc, elle raconte pourquoi ils étaient nomades, qu'est-ce que ça veut dire le nomadisme. Et elle explique que la vraie formule de cet état de nature, c'est courage fuyons. Parce qu'en fait, si les gens sont nomades, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rester sur place. Ils sont obligés de constamment fuir. Donc, elle raconte ça. Elle raconte ces mouvements des populations. Elle raconte ces mouvements de l'homo sapiens, de ce qu'on appelle homo sapiens à tort, d'ailleurs, enfin, qu'importe l'homo sapiens, mais de l'homme du Néandertal, etc., etc. Elle raconte toutes ces histoires-là. Pourquoi certains ont fait le mauvais choix? Parce qu'il y avait beaucoup de hasard là-dedans. Il y avait des gens qui étaient là, il y a la glaciation arrive. Alors on se dit, bon, on va de quel côté? On va au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Ils n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de GPS, les gars. Et donc, résultat de l'affaire, parfois, et c'est ce qui fait malheureusement l'homme du Néandertal, ils vont du mauvais côté ou ils sont dans le même côté, ils sont écrasés, bien sûr, par les glaciations. Imaginez la dernière glaciation, il y avait 2000 mètres, 2 kilomètres de glace sur l'actuel New York, 1,5 km sur l'actuel Toronto. Donc, c'est quelque chose de monstrueux, évidemment. On a les traces d'ailleurs à Central Park, là où commence le livre, de ces glaciations. Donc voilà, elle raconte tout ça. Le personnage comprend, il dit, mais comment ils ont survécu? Alors, ceux qui ont survécu d'abord, il dit, attention, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Hein. Au sorti de la dernière glaciation, il n'y a que 500 000 survivants. Après 2,8 millions d'années, 500 000 survivants. On est 8 milliards aujourd'hui. Hein. Donc, vous imaginez, 2 800 000, 500 000 survivants. Donc, il dit, mais quand même, ok, mais ils ont survécu, comment ils ont fait? Et là, elle dit, ils ont fait quelque chose de simple. Ils ont affronté la nature. Ils l'ont affronté comment? Ils l'ont affronté en créant des outils. Donc, elle raconte les premiers outils tels qu'ils apparaissent au Paléolithique. Elle les décrit. Ils ont affronté en construisant des habitats. Les habitats, c'est pas douce Gaïa. Les habitats, c'est on arrache des bois, on coupe des bois, etc. On fait des huttes, on tue des animaux, par exemple, les éléphants, qu'importe. Et voilà. Donc, elle raconte. Pour se protéger à chaque fois. Bien sûr, pour protéger la nature. Et on chasse, voilà, ils sont aussi cannibales d'ailleurs, hein, nos ancêtres, hein, tous nos ancêtres sont cannibales. Hein. Et donc, ne vous inquiétez pas, du passé ne faisons pas table rase, mais en partie, on peut peut-être l'éviter. Et donc, voilà, et puis elle dit, et puis c'était nomade. Nomade, c'était une façon de survivre. Nomade, c'était créatif, en fait. Et là, il découvre. C'est la première, donc c'est les 5 premiers chapitres, c'est la première partie du livre, il découvre la première clé du bonheur. La première clé du bonheur, c'est celle qui affronte le malheur dû à la nature. Parce que c'est les premiers malheurs, en fait, qui sont en face de nous, les malheurs dus à la nature. Et par rapport à ces malheurs dus à la nature, eh bien, il découvre la clé, c'est
dominez la nature et assujettissez ce qui s'y trouve le plus possible. Ce qui est d'ailleurs répété ensuite dans la Bible, etc., dans quantité d'écrits, et ce qui est le bon sens. On ne va pas se laisser crever de froid, de faim, etc., etc. Eh bien oui, on va, nous les humains, on a une créativité par rapport à la nature. Voilà, c'est comme ça que se termine la première partie du livre, où le gars, notre voyageur, il est content, il a sa première partie du livre. Il faut comprendre qu'il a du miel tout le temps. À chaque fois qu'il rencontre, qu'il parle avec quelqu'un, et on lui distribue du miel. Donc Marie, puisque c'est Marie qui lui a donné tous ces renseignements, Marie lui offre du miel dès qu'il arrive. Elle lui offre du miel avant de partir. Le premier miel, c'est le miel de jujubier, on en parlait tout à l'heure. C'est un miel qu'on trouve à la fois, d'ailleurs, dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, dans tous les écrits, etc. C'est un des plus vieux miels du monde, sans doute. C'est pas pour rien qu'il est au début, évidemment. Et à la fin, elle lui offre un autre miel, qui est du miel venu des hauteurs, qui est du miel de sorte de marguerite jaune, qui est un miel symboliquement, qui symbolise le renouveau. Et ça tombe bien parce qu'il va prendre un train, donc il est dans la gare état de nature, il va prendre un train qui est l'Orient Express. Il va prendre l'Orient Express parce qu'il va bien entendu arriver sur la deuxième période de l'histoire de l'humanité, avec cette grande révolution, la rupture avec l'animisme, la rupture avec le nomadisme, la rupture avec l'état de nature et les sédentarisations. Et donc, c'est là que juste avant d'attaquer la deuxième partie, pour que les gens comprennent, effectivement, dans le livre, on a de très nombreux finalement niveaux de lecture. Il y a à la fois cette quête qui apparaît assez simple comme un conte initiatique où on passe d'une époque et d'une philosophie à l'autre, mais il y a aussi effectivement toute cette route du miel et alors je découvre tous les miels qui sont cités sont des vrais miels qui existent. Ah oui, bien sûr. Oui. À chaque fois qu'il a une station, vous allez le voir, hein, puisqu'il va prendre l'Orient Express. C'est une encyclopédie sur le miel aussi. Ah, je ne savais pas, mais on a aussi une encyclopédie sur le miel. Et c'est important, c'est que c'est pas pour rien qu'à la fin, il va atterrir à la vallée de miel, où il y a tous les miels qui sont réunis. C'est très important, parce qu'évidemment, la fin, c'est un peu le feu d'artifice de ce livre, où d'un seul coup, il découvre la formule du bonheur, hein, qui tient en un mot, et il découvre le sens. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le sous-titre de ce livre, c'est « À la découverte du sens de la vie ». Donc, il découvre le sens de la vie humaine et le sens de sa propre vie. Voilà. Alors, effectivement, donc, l'objectif de très vite, on comprend dans le début que l'objectif, c'est de trouver les 4 clés du bonheur, celles qui permettent justement, la première, comme vous l'avez dit, de se libérer de la peur et de la menace de la nature. Et donc, la première clé du bonheur, on la trouve à ce moment-là. On la trouve à ce moment-là. C'est celle que vous venez parce qu'il faut bien. Et donc, peut-être rappeler ce qu'est la première clé du bonheur et je vous laisse après continuer sur la deuxième grande étape et où on va. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que, d'ailleurs, c'est un peu la première discussion qu'il a à New York, hein, avec le personnage. C'est pour ça qu'il est triste. Hein. Enfin, il est sceptique, mon personnage, au départ, parce qu'il se rend bien compte que le malheur nous entoure. C'est le malheur dû à la nature, donc on vient d'en parler, mais le malheur dû à autrui aussi. Parce que non seulement il y a ce malheur dû à autrui, mais comme si ce n'était pas suffisant, les humains y ajoutent les guerres, les totalitarismes, les crises, les crimes, pardon, les tyrannies. Donc, les humains semblent ajouter à ce malheur un autre malheur, le malheur dû à autrui. Voilà. Le troisième type de malheur qui arrive, c'est que, en plus, les gens, les prophètes de malheur sont toujours là pour nous faire croire que nous sommes coupables et que nous devons, au fond, constamment imaginer que nous sommes perdus et que le bonheur n'est pas pour nous parce que le moi est haïssable, le je est haïssable, le moi est haïssable. On confond un peu tout ça d'ailleurs. Heureusement, dans le livre, on démêle tout ça. Hein. Et la quatrième malheur, c'est malheur plus fondamental. Enfin, on croit que c'est notre nature humaine qui est condamnée. On croit que nous sommes damnés pour toujours. Donc, c'est ces 4 types de malheurs et c'est pour ça qu'il y a 4 clés. Les 4 clés, c'est les 4 réponses à ces 4 types de malheurs, c'est les antidotes à ces 4 types de malheurs. Donc je reviens sur l'histoire. Donc il a trouvé la première clé face aux malheurs de la nature. Il a compris, c'est pas facile à organiser, mais c'est très important parce qu'évidemment, on pense à Musk, on pense à tout à cette libération de la croissance, on pense à toutes ces innovations face à la nature, à cette transformation du monde. Bien sûr, le reste va se dérouler tout seul. Mais donc j'arrête là, simplement, voilà. Donc là, il est mon vagabond, il est content, hein, il a trouvé son truc, mais il n'est pas content complètement parce qu'il se dit oui, mais d'accord, mais ça ne suffit pas parce que je vois bien qu'on fait la guerre, on voit bien qu'il y a des crimes, on voit bien que tout ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Et hop, le train
c'est l'Orient Express qui l'amène donc à Sumer. Pourquoi Sumer? Alors, il rencontre le déluge en passant, mais bon, on passe là-dessus, parce que c'est le passage sur le déluge est Ouais. plutôt sympa, je trouve. Parce qu'en fait, toutes les civilisations du monde parlent du déluge, c'est incroyable, c'est pas la Bible seulement, c'est toutes les grandes spiritualités en parlent, l'hindouisme, le bouddhisme, le chinois, qu'importe. Justement, la deuxième partie, donc, il prend l'Orient Express. Pourquoi l'Orient Express? C'est vers l'Orient, c'est les grandes spiritualités orientales, donc il cherche toujours le bonheur, hein, donc il va à la station Sumer, à la station bouddhisme, hindouisme, Confucius, taoïsme, il va jusqu'au shintoïsme au Japon, il revient à Jérusalem, et en revenant à Jérusalem, il trouve la seconde clé du bonheur. C'est-à-dire, au fond, l'antidote à la haine d'autrui, à la guerre que les autres nous mènent. Quoi. Cet antidote-là, il le trouve là. Et à chaque fois, effectivement, il y a du miel et il récolte du miel. Et c'est drôle parce que les bons lui offrent du miel et ils discutent avec eux. Ils discutent toujours avec les gens. Attention, le Bouddha, ils discutent, etc. C'est pas... Et c'est des vrais textes, attention. Oui. C'est des discours, mais en fait, il y a des références pour ceux que ça amuse, mais c'est des vrais discours issus des textes, des Védas par exemple, etc. Mais facile à lire, je veux dire, c'est des choses simples, mais c'est des vrais textes, c'est pas des inventions, c'est pas des élucubrations, c'est pas des interprétations, c'est des vrais textes. Et à chaque fois, il faut comprendre qu'à chaque station, mon bonhomme, mon vagabond, il a une besace, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une besace. Dans la besace, c'est deux poches. Il y a une poche devant, une poche de derrière. Dans la poche de devant, il met ce qui est formidable pour connaître, ce qui permet le bonheur, ce qui permet, voilà. Et dans la poche de derrière, les poisons, notamment tous ces prophètes de malheur nous vendent toutes ces idolâtries. Par exemple, à Sumer, ils découvrent l'idolâtrie du pouvoir. Pourquoi les maîtres de vérité arrivent? Pourquoi le totalitarisme, par exemple? Hannah Arendt se trompe, il n'a pas du tout été inventé au de l'âge moderne. Le totalitarisme, c'est une des plus vieilles organisations du monde, faite par les prêtres rois d'abord, puis les maîtres de vérité dans les premières sociétés sédentarisées, notamment à Sumer. Donc voilà, et il découvre Alors petit à petit, la spiritualité évolue, petit à petit, et puis il découvre, effectivement, il arrive à Jérusalem, et là il découvre la seconde clé du bonheur, parce qu'il découvre en même temps que le je existe, que l'individu, l'humain existe, et que l'humain mérite sa peine, et qu'il faut peut-être prendre en compte l'humanité en tant que telle, plutôt que de voir à chaque fois le côté idolâtrie de la terre, idolâtrie, voilà. Donc, il faut comprendre que toutes les idolâtries tombent, hein, celle du marché, de l'État, la science même, tout tombe. Donc voilà. Donc il arrive, deuxième clé, c'est aimez-vous les uns les autres. Alors bien sûr, c'est pas facile, comme la première d'ailleurs, hein, c'est pas facile du tout, mais il comprend que c'est l'antidote, parce que si on fait des paix, Thomas d'Aquin appelle ça les paix mauvaises. Si on fait des paix sur l'intérêt, par exemple, je fais ma paix, non, je t'ai dominé, alors je fais la paix, voilà, maintenant oui, mais d'accord, mais la haine est là, donc en réalité, les gens vont vouloir se révolter, c'est des paix partielles, ce que Thomas d'Aquin appelle les paix mauvaises, ou alors je fais de la paix, oui, mais c'est mon intérêt. Ouais, mais ce que l'intérêt fait, l'intérêt peut le défaire. Aujourd'hui, Rome va faire des relations avec les Gaulois, demain, Rome va conquérir la Gaule. Je veux dire, tout ça, ça tient pas debout. La seule chose qui tient, c'est la coopération sur le respect de c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais on y reviendra si vous voulez dans les questions. C'est pas facile, mais c'est ça l'antidote. Il n'y a pas de problème. Tout le reste, de toute façon, ça marche pas. Voilà ce que découvre à Jérusalem notre vagabond. Évidemment, le problème, c'est que le vagabond, il n'est pas content tellement. Pourquoi? Parce que à Jérusalem, il découvre qu'en effet, il faut s'aimer les uns d'autres, mais il découvre que c'est une loi extérieure. D'accord, mais ça veut dire qu'il faut que je me soumette à la loi. Il y a des rites, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est pas moi. Même le moi, on s'en méfie parce que le moi, il a tendance, il aurait tendance, paraît-il, à pécher ou en tout cas à faire des fautes, en tout cas à violer la loi. Donc, il faut se maîtriser, voilà, tous les jours, des rites, des machins. Il n'est pas très grand. C'est pas le bonheur, si vous voulez. C'est le salut, le cas échéant. Pourquoi pas, ça, d'accord. Mais mon bonhomme ne cherche pas le salut. Il différencie bien, c'est pas le salut qu'il cherche, c'est pas la béatitude, c'est pas la félicité. Il cherche le bonheur ici et maintenant. Et là, il l'a pas. Il l'a pas. Il a l'antidote au malheur dû à autrui, mais il n'a pas le bonheur. Alors donc, il va prendre un autre train. Jérusalem, c'est génial parce que c'est une gare de transition. Je le décris bien. C'est un labyrinthe, hein, Jérusalem. C'est un labyrinthe. Ceux qui vont s'amuser sur ces chapitres-là, ils vont adorer. C'est un labyrinthe. Voilà. Et il finit par trouver un autre train qui s'appelle l'Occident Express. Bah oui, c'est une gare de transition entre l'Orient et l'Occident, évidemment. Et donc là, il prend l'Occident Express et pour essayer de trouver la question comment ce mois, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, je veux dire. Comment s'en sortir? Comment moi je peux trouver le bonheur pour moi maintenant? Et donc il prend le train
Et là, c'est l'Occident Express. Alors là, il passe station des Sept Sages, station Pythagore. Attention, il rencontre vraiment la secte pythagoricienne telle qu'elle existait réellement. Attention, c'est pas, encore une fois, c'est pas un conte, c'est un conte d'une certaine façon, mais ça n'est pas un parce que c'est réel. Il rencontre Épicure, par exemple, à Athènes. À Athènes, il se balade, il rencontre Épicure. Épicure, c'est une catastrophe. Je veux dire, tout, je sais pas quoi. Les gens peuvent raconter sur Épicure, c'est effrayant. Donc moi, c'est du vrai Épicure dont je parle, celui qui vivait dans les hauts murs. C'est la secte. Vous savez que les épicuriens ne sortaient pas. C'est la seule école d'Athènes qui est fermée. Toutes les autres sont ouvertes. L'école de Platon, d'Aristote, des sophistes, tout ça sont ouvertes. C'est la seule qui est fermée. On est Sur très loin, effectivement, de l'image qu'on a aujourd'hui des les gens épicuriens. confondent Rabelais et Épicure. Parce que soi-disant, les matérialistes, alors il faut l'aimer. Non, non, mais attendez, moi, pas de problème, je rentre pas là-dedans. Je dis simplement que non, le personnage est absolument infect, en réalité. D'abord, il ne bouffe que du pain et de l'orge, du blé d'orge. Il ne bouffe que ça. Il dit qu'on peut peut-être prendre d'autres choses, mais il faut faire quand même attention. Qu'est-ce que c'est pour lui Qu'est-ce que c'est pour lui Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui D'abord, lui, il confond plaisir et bonheur. Donc, c'est lui, c'est pour le plaisir. Mais quel drôle de plaisir Sexualité, c'est interdit. Mariage, c'est interdit. Le patriotisme, c'est interdit. D'ailleurs, ils sont enfermés, donc il n'est pas question. Tous les devoirs de citoyen, c'est interdit. Même l'amitié, il est d'accord, à condition que ça coûte rien. Donc, si ça vaut quelque chose, l'amitié, ça marche pas. Donc, il faut arrêter un petit peu ce délire. Donc, je parle. D'ailleurs, c'est le seul personnage dans le livre pour lequel, parce qu'il ne comprend rien aux atomes, rien, il ne comprend rien. En fait, les atomes, chez lui, c'est des petits esprits qui se rencontrent de temps en temps, vous voyez, qui s'assemblent un peu mystérieusement. En fait, c'est des petits... il revient complètement à l'animisme, quoi. Il imagine des petits esprits qui sont des atomes, qui se collent les uns aux autres, et hop, ils se dispersent, c'est la mort, et hop, ils se remettent, c'est la vie. On ne sait pas comment, par quel miracle, des milliards d'atomes pourraient former un corps humain, une tétrasmonde, on ne sait pas, c'est complètement magique. En fait, c'est une pensée magico-religieuse. Et d'ailleurs, lui-même est un maître de vérité. Il est conçu comme ça. Ses disciples apprennent par cœur ses paroles et tout. Donc, enfin bref. Ceux qui iront sur Épicure, ils s'amuseront. Hein, surtout que mon personnage, lui, il a hâte de partir parce que c'est le seul endroit où on lui offre pas de miel d'ailleurs. Donc, il a hâte de partir. Donc, il part. Bref, qu'importe, il va avoir un personnage pour lequel il y a une admiration sans borne, c'est Aristote, parce qu'Aristote, il regarde les hirondelles, et là, il y a une discussion assez intéressante sur le vol des hirondelles et le bonheur, puisque la thèse d'Aristote, c'est que le vol des hirondelles ne fait pas le printemps, et mon personnage dit que si, finalement, ça fait le printemps. Donc, c'est très drôle, il y a toute une discussion assez marrante. Et voilà, donc, voilà. Et il reprend le train, bien sûr, et il reprend le train. En chemin, je fais vite, il rencontre Saint-Augustin, il rencontre la pensée musulmane à Averroès, il arrive ensuite à Paris, il débarque à Paris, et à Paris, il va prendre un pot avec Thomas d'Aquin, place de la Sorbonne, c'est un peu là où j'étais quand j'étais étudiant, bref, et ensuite, il va dans le Marais, il va à la taverne des humanistes. Je précise que là où il déjeune avec Montaigne, je précise que c'est les vraies tavernes telles qu'elles existaient à l'époque de Rabelais, de Montaigne, etc. Donc, il discute de Rabelais, il bouffe exactement ce qu'il bouffait à l'époque. Donc, si vous voulez, c'est pas... Voilà. C'est vraiment historiquement, en plus, il y a les détails et tout, voilà, y compris les tables, ce qu'on picole et tout ça. Et là, avec Montaigne, il découvre la troisième clé du bonheur. C'est aime-toi, aime ton corps, aime ton corps, donc contre toute la culpabilité, etc., cueille le jour. Vous voyez, la première fois face à la nature, c'est je crée mon environnement pour survivre. La deuxième clé, face à autrui, je crée des civilisations qui vont essayer d'aller vers le sens de la paix. Et de toute façon, je suis créateur de civilisation, c'est ma caractéristique. La troisième clé, vous voyez, c'est je crée aussi un moi qui doit s'aimer lui-même. Et je vais créer les conditions pour s'aimer lui-même. Mais le problème de mon personnage, c'est qu'il n'est pas très content, en fait. Pourquoi? Il n'est pas satisfait. Pourquoi? Mais parce que il voit bien qu'on a des pulsions morbides. Il voit bien qu'il y a des gens qui font des crimes. Alors s'aimer soi-même, d'accord. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il se trompe pas? Vous voyez, il n'est pas satisfait encore parce que moi, est-ce que je dois aimer mes pulsions morbides? Est-ce que je dois aimer les types qui me tapent dessus parce que je suis pas wokiste ou parce que je supporte pas l'idée que bien il y a la génétique, ça existe par exemple, et qu'une femme est une femme, un homme est un homme parce que c'est génétiquement comme ça. Voilà. Après, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, les gens, et c'est pas pareil. Ils ont le droit de faire la vie comme ils veulent, mais génétiquement, la génétique, ça existe. Bref, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me détester? Est-ce que ces pulsions de mort qui sont là, mon ignorance, elle est là? Je vois bien que je suis ignorant de plein de choses. Personne ne peut le nier. Alors, il prend le troisième train.
Le troisième train, c'est le Mondial Express. Par le Mondial Express, mondialisation évidemment, et le Mondial Express, donc, tu commences d'abord à picoler avec Descartes, et puis Descartes, c'est un mec formidable, parce que je raconte la vraie histoire des gens, encore une fois. Par exemple, Descartes, c'est un type qui était espion de la France. C'est un type qui s'est battu en duel, parce qu'on voulait d'ailleurs le prendre en esclavage, etc. Il s'est battu en duel, le gars. Il a créé un palais pour la paix. Il a pleuré comme un dingue, bien sûr, et logiquement, la mort de sa fille. Il s'est battu. Enfin bon, c'est un type formidable, plein de vie, quoi. C'est pas le gars qu'on nous présente qui est resté à son poil en train de réfléchir, comme on nous présente les philosophes qui, franchement, sont boring, sont ennuyeux, quoi. Je veux dire, franchement, il n'est pas du tout ennuyeux, lui. Bon, mais seulement, ce qu'il dit ne satisfait pas pour des raisons, encore une fois, là, mon personnage, il met dans la poche de devant plein de choses sympas avec Descartes, notamment le fait de le progrès, ça veut dire le progrès moral, ça veut dire le progrès des techniques, des sciences, mais aussi moral. Et puis de l'autre côté, le poche de derrière, il met les insuffisances de Descartes qui n'arrive pas à comprendre, par exemple, comment l'esprit, l'humain, l'âme peut réagir sur le corps. Un miracle. L'âme, c'est pas matériel, le corps, c'est matériel. Comment tout ce d'immatériel peut réagir sur le matériel? Mon personnage, vous voyez, c'est un personnage qui reste sceptique toujours. C'est-à-dire qu'il est là, il dit ça marche pas, c'est pas possible. L'immatériel ne peut pas jouer sur le matériel, c'est pas possible. Alors donc, il continue son voyage, il arrive à Londres, Café des Libéraux, qu'à 3 étages, très important à 3 étages, parce qu'il rencontre John Locke, qui découvre les droits individuels, notamment le droit naturel à chercher son bonheur, ce que Thomas Jefferson va mettre dans la Déclaration d'indépendance. Il rencontre Thomas Jefferson, il rencontre Adam Smith, il n'est pas satisfait par Adam Smith. Bien sûr, Adam Smith, il est généreux, il est contre l'idolâtrie du marché, tout ça est vrai. Mais le problème, c'est Cosette et Gavroche. Concrètement, ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait s'ils n'ont pas de chance, on laisse tomber. Mon personnage, lui, il veut le bonheur pour tout le monde. Et il est comme ça, il est gentil, il est sympa, il bouffe du miel, il donne du miel, il est très très gourmand. Il n'est pas du tout gourmet, mon personnage. Hein. Il est pas du tout. C'est pas le gars qui vous laisse le pot de miel intact. Hein. Et donc, il n'est pas satisfait. Il va en face, on le conduit en face, chez les utilitaristes, au café des utilitaristes, café Saint-James. Sauf que là, c'est pareil, d'accord, ils sont sympas, les gars, soi-disant, ils ont un souci social. Sauf que c'est les quotas, c'est pas possible, au bout d'un moment, quoi, c'est au nom des minorités, c'est pas possible, maman, il comprend. Mais d'accord, mais alors si je suis moi victime de ces quotas, où est mon bonheur? Si moi je mérite mieux, je vais quand même passer derrière parce que je n'ai pas la bonne race, le bon genre, le machin. Vous voyez, ça marche pas non plus. Alors, il est content, il récupère plein de trucs à chaque fois. Donc là, oui, mais il n'est pas très content. Donc il s'en va, il revient à Paris. Je la fais courte, à Paris, il y a des manifestations et des grèves, on connaît ça. Et il est à la gare. Heureusement, un manifestant prend en sympathie, il l'emmène au Café de la République, un symptôme. Et là, il découvre que Victor Hugo a raison, que si Gavroche est tombé à terre, c'est de la faute à Voltaire. Si il est tombé le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et il comprend ça, et donc c'est formidable parce qu'en même temps, il comprend la terreur, il comprend pourquoi il faut vite fuir ce monde-là, et il fuit, il prend le train Gare de l'Est, et il prend le train, et il arrive, il va en Allemagne, donc là il rencontre Kant, il peut pas supporter d'ailleurs, dogmatique, absolument, qui comprend rien à l'art, qui comprend rien aux sciences, qui comprend rien. C'est rare quelqu'un qui comprend aussi peu de choses d'ailleurs, à vrai dire, faut le dire quand même. et qui en plus, je sais pas. Une petite dédicace au Kantien. Non, mais en plus de ça, enfin, je sais pas, il y a tellement de gens qui croient qu'ils s'en tirent en parlant d'impératifs catégoriques et tout, c'est effrayant. Donc, en tout cas, mon personnage, là, lui, il décortique tout, donc voilà, il règle la question, voilà, et la culpabilisation et tout ça en même temps. Et puis, bah, donc Hegel, Nietzsche, il donne le sens du miel. C'est le premier qui commence à lui donner le sens du miel. Donc, il apprend beaucoup de Nietzsche, mais pareil, Nietzsche le convainc pas parce qu'il dit que l'énergie est bonne et tout. Par définition, qu'il y a les surhommes qui serait celui qui réaliserait son énergie créatrice et tout. Mais mon personnage, il n'est pas content parce qu'il dit ok, mais les autres là, qu'est-ce qu'on fait? C'est le troupeau, c'est quoi? Moi, je veux bonheur pour tout le monde. Ça me convient pas. Et pourquoi est-ce que, etc. Bref, il démontre, si vous voulez, les insuffisances de Nietzsche. Il arrive à Weimar. Weimar, c'est un peu la capitale de la modernité, en fait. Il arrive à Weimar, là, il bouffe avec... il déjeune avec Bergson, il va visiter la maison de Goethe, il déjeune dans le restaurant de Goethe, le vrai restaurant de Goethe, là où Goethe amenait ses amis. Donc, attention, c'est pas un truc inventé encore. Et il prend le repas que Goethe adorait prendre. Donc, si vous voulez, c'est vraiment... Et là, il va à Buchenwald, qui est juste à côté de Weimar. C'est intéressant, bien sûr, c'est symbolique, tout ça. C'est réel, hein. Buchenwald, le camp de concentration, est vraiment à côté de Weimar. Et bien sûr, c'est symbolique, c'est la fin de la modernité, et c'est à côté de Weimar, le camp de concentration du nazisme. Donc, et c'est à Weimar qu'il découvre la quatrième clé du bonheur.
C'est-à-dire qu'il découvre que Nietzsche avait tort, que Bergson avait tort, que la vérité, c'est d'abord, il découvre que notre nature, la nature humaine, c'est une nature créatrice. C'est-à-dire que là, il fait le bilan et dit, mais la nature humaine, c'est une nature créatrice. La création par rapport à la nature, on l'a vu au début, la création des civilisations, la création de son propre corps, jusqu'à essayer d'améliorer ses gènes. Nous sommes des êtres créatifs. C'est pas l'intelligence qui nous sépare des autres vivants. Les animaux, ils sont vivants, y compris quand ils nous traquent, par exemple, durant l'époque nomade. Les animaux sont intelligents, mais ils sont pas créatifs. Ils créent pas de civilisation. Ils transforment pas leurs gènes. Ils transforment pas. Ils font pas petit à petit transformer complètement leur environnement, etc. Donc, il découvre que la nature de l'homme est créatrice, qui d'ailleurs rejoint, mais il le découvrira plus tard, ce que dit la Bible, en disant Dieu créateur nous créé à son image. Il n'y a jamais dans la Bible l'idée Dieu intelligent a créé l'homme intelligent, jamais ça arrive. Il dit créateur, et d'ailleurs dans la Bible, il dit ça en passant, mais puisqu'on a discuté tout à l'heure, mais dans la Bible, il est indiqué Dieu créateur crée l'homme à son image, et il lui dit dominer la nature, assujettir ce qu'il trouve. Donc, il l'appelle bien à créer aussi, entre parenthèses. Enfin, qu'importe. Il le répète en plus après, bref. Donc, qu'importe. Je ne sais pas, on ne fera pas une étude biblique. Et donc, notre personnage, il arrive là, et puis il se dit, mais oui, mais... Et il comprend, hein, d'un seul coup, il a une lumière. Il comprend que la créativité, c'est la nature humaine. Mais contre la créativité, il comprend que la destruction, ça va contre la nature humaine. Et il comprend que si nous sommes porteurs d'une énergie créatrice, malheureusement, dans notre moi, il y a de l'énergie destructrice. Et donc, et là, il comprend que pour aller vers sa nature humaine, il le comprend parce que là, je raconte l'histoire de ma cousine, d'ailleurs, qu'importe, ou de mon oncle, d'ailleurs, les deux, qui a été noyé à Mauthausen, enfin par les SS de Mauthausen, qui a été noyé sous leur rire et dans leur chant, probablement. Ils l'ont noyé, ils sont amusés, ils ont trouvé ça drôle. Et là, il se rend compte que le plaisir, la joie, on dit la joie, ouais, mais la joie, ça peut être la joie des pulsions morbides qui s'exercent, comme celle des SS l'ont fait, si vous voulez. Donc, il se rend compte, d'un seul coup, il comprend que l'opposition de l'énergie créatrice, c'est la destruction. Et que détruire, c'est-à-dire que lorsque notre conscience décide de détruire, elle va contre sa propre nature créatrice, puisque par définition, nous sommes créateurs. Et donc, c'est pas pour rien d'ailleurs que ces gens-là sont souvent malades, malheureux, etc., parce que regarde les islamistes qui détruisent là, parce qu'en fait, ils sont dans la haine, ils sont dans la destruction d'eux-mêmes en réalité, ils sont des autres évidemment, et par les autres d'eux-mêmes. Donc, ils découvrent que c'est la créativité qui est la clé du bonheur, en tout cas des sociétés qui développent le bonheur. Il n'a pas encore tout à fait, mais il commence à sentir, si vous voulez, le truc. Il commence à sentir la formule du bonheur qui tient en un mot. Il ne l'a pas encore, mais il commence à comprendre. Là, il arrive. Donc là, il arrête, il sort de là, et puis il va à Weimar, et là, il a trouvé la quatrième clé, et qui est donc libérer la créativité dans les sociétés. Hein. Voilà, c'est ce que fait Trump d'ailleurs, c'est ce que fait la Chine. Hein. Je veux dire, il a bien vu d'ailleurs contre Marx d'ailleurs, c'est ça l'origine de la vraie richesse des nations. C'est pas le travail, c'est l'innovation. C'est des Schumpeter, enfin qu'importe. Et donc là, il arrive à Weimar, il prend un petit tortillard. Il y a Heidegger qui lui dit de ne pas le prendre, il faut aller dans la forêt noire. Là encore, c'est symptomatique évidemment, la forêt noire. Et ce qui est en plus réel, hein, il allait vraiment à la forêt noire. Et bien sûr, c'est des jeux, il y a plein de jeux dans ce livre, plein de trucs marrants. Et donc, il le laisse de côté. Il lui dit que non, lui, il suit sa carte, voilà, il suit son chemin. Et puis, en allant vers la vallée du miel, il est arrêté en chemin par des wokistes, la French Theory, puisqu'en fait, le wokisme, vous savez que l'origine, c'est la French Theory. Donc, je le rappelle dans le livre, hein, il y a Derrida, Foucault, Deleuze. Donc, il comprend. Donc, les gars, ils sont en train de faire des barricades, etc. Donc, il les étudie, hein, en fait. Il est avec lui. Et il décortique tout ça. Il déconstruit les déconstructeurs, voilà. Il déconstruit les déconstructeurs. Et il montre que derrière eux, en fait, il y a de la haine, il y a la haine du jeu, la haine du moi, en fait, la haine de l'humanité, et que c'est pas pour rien qu'il nie jusqu'au genre, etc., etc. Il découvre tout ça. Et heureusement, la police de la vallée du miel, vous voyez que les choses sont bien faites, intervient à ce moment-là pour dégager les rails et dégager aussi, parce qu'il y a les wokistes, enfin les disciples de Foucault, tout ça, ils mettent devant, pour lui faire peur, l'effrayer, ils lui mettent 4 cavaliers de l'Apocalypse, et qui sont en fait des cavaliers en paille et que le vent disperse en réalité tout seul. Donc bref, et le train arrive enfin à la vallée du miel. Et là, il débarque sur la plage, donc il abandonne le petit tortillard,
et là, il découvre quelque chose d'incroyable. Il découvre une petite fille qui est en train de faire un château de sable. Parce que sur cette plage, il y a plein d'enfants qui jouent, donc il s'arrête là, il voit la petite fille et il se dit, mais attendez, donc tous les enfants ont cette créativité naturelle. Comment se fait-il que cette créativité, que cette petite fille puisse être ensuite dans les vallées de larmes, hein, contre la vallée de miel, c'est les vallées de larmes, là où nous habitons malheureusement trop souvent. Comment se fait-il que dans les vallées de larmes, cette petite fille qui est si géniale, elle fait son château de sable et tout, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est d'être construite son truc, comment se fait-il que cette créativité ensuite, elle soit détruite dans les vallées de larmes? Comment se fait-il qu'ensuite, ces enfants qui vont à l'école, qui sont contents quand ils sont enfants, la plupart d'aller à l'école, d'apprendre et tout, 10 ans, 15 ans après, ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est à sortir de l'école pour aller s'amuser ailleurs. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il va comprendre, bien sûr, je ne vais pas développer dans le détail. Il va donc monter, à partir de cette plage, il va monter jusqu'aux sources de la vallée du Miel. Chemin faisant, il va rencontrer l'informatique, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Einstein, qui lui dit pourquoi l'intelligence artificielle c'est aussi formidable, pourquoi l'école de la créativité c'est aussi formidable. Il va remonter, etc., etc. Et puis il va arriver aux sources. Aux sources, alors là, il y a un aspect un peu plus métaphysique, mais qui peut plaire, hein, je veux dire, c'est fondamental, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Et aux sources, il découvre que la trilogie qu'il a découvert, c'est je suis, j'exige, je crée, et que le bonheur tient en un mot, créer. Voilà, c'est la formule du bonheur qu'il entend avec les clochettes de la source. D'un seul coup, il comprend tout son voyage prend un sens, mais il comprend aussi le sens de sa propre vie. Pourquoi? Pour donner du sens à sa vie, il faut créer. Il faut créer. Cette création, ça peut être celle du cuisinier qui fait son truc, de la mère qui enfante. Ça peut être celle du bricoleur qui fait son truc, du médecin, du savant, du chef d'entreprise, de l'étudiant qui va faire son écrit, etc. Qu'importe. Le bonheur, c'est le moment où notre nature créatrice se réalise. C'est pas, attention, c'est pas le salut, hein, c'est pas, j'ai bien dit, dans tout le voyage, le voyageur a bien distingué. C'est pas la félicité, c'est pas la béatitude, c'est pas la joie, c'est pas le plaisir, c'est le bonheur, la réalisation de soi. Voilà. Ça dure parfois longtemps, parfois pas longtemps, et d'un seul coup, il comprend que les quatre clés, c'est pour créer une société, une civilisation où on peut le mieux exprimer son bonheur, c'est-à-dire d'être soi, sa créativité. Et il comprend que en exprimant sa créativité, eh bien, chacun, il y a une sorte de mondialisation de la créativité, hein, ce que disait Pasteur, hein, il disait le savoir ne connaît pas de pays, hein, exactement, il y a une sorte de mondialisation de la créativité qui permet à toutes les nations de s'enrichir et à l'humanité de prospérer dans une dynamique de créativité. Voilà ce qu'il comprend à l'arrivée, créer. Alors, justement, on va aborder un petit peu C'est un peu long. comment on peut. Mais là, alors, c'est un peu long, mais effectivement, le livre, je le redis pour ceux qui nous suivent, le livre, effectivement, c'est plein de petites étapes. À chaque fois, les chapitres sont de quelques pages, entre 4 et 5 pages, mais à chaque fois, c'est extrêmement documenté avec un nombre de notes de bas de page pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, c'est vrai qu'il y a une lecture à beaucoup de niveaux de ce livre-là. Alors, vous pouvez poser des questions dans l'onglet. Je vais peut-être commencer par la première question, moi, justement, qui est aujourd'hui, finalement, si on sort un peu du livre pour essayer de voir ce que ça nous apprend, qu'est-ce qui est finalement, c'est quoi qui empêche cette création, notamment en France? Est-ce qu'on a un état d'esprit qui est tourné vers cette création, ou est-ce que justement il y a certains et j'ai un peu mon idée sur certains des gens que vous rencontrez dans le voyage qui finalement sont encore assez présents dans notre imaginaire et qui peuvent peut-être de temps en temps nous empêcher de nous réaliser. Ah oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que ce livre est en même temps un livre d'actualité. C'est à la fois inactuel au sens de Nietzsche, c'est-à-dire que c'est un livre qui concerne ma propre nature et l'itinéraire de chacun. Ça peut être utilisé par chacun, mais c'est un livre d'actualité. C'est-à-dire que c'est un livre où précisément, eh bien, chacun peut voir pourquoi cette créativité est freinée. Alors, parmi les obstacles de cette créativité, eh bien oui, il y a toujours ces prophètes de malheur qui sont là. Regardez, on vous promet que la nature est en train de brûler, on vous promet que vous devez déprimer parce que il n'y a plus assez d'énergie dans le monde. Parce que les gens, il faut savoir une chose, c'est que nos politiques, la plupart du temps, n'ont aucune culture scientifique. Donc, de toute façon, ils ne comprennent même pas ce que c'est que les atomes, l'énergie inépuisable de la Terre. Ça, ils ne comprennent pas. Je veux dire, ils ne savent pas ce que c'est que les quarks, les bosons
maisons, etc. Ils comprennent pas, les leptons, ils comprennent pas, ils savent pas ça. Donc, ils se laissent avoir aussi parce que, vous savez, les personnels politiques de la Troisième République, une partie était formée par des savants, des ingénieurs, des gens qui avaient des cultures scientifiques. Aujourd'hui, pour l'essentiel, ce sont des hommes de lettres, des sciences humaines, mais économie en général, ou sciences politiques, ou sociologie, et des hommes de droit. Donc, le droit, c'est plutôt pas mal d'ailleurs en général, mais bref, qu'importe. Donc, si vous voulez, il y a c'est plus le même recrutement concrètement. Et donc, on a en face de nous des gens, regardez, son intelligence artificielle, c'est caractéristique. Les États-Unis disent, voilà, nous, on va libérer l'intelligence artificielle. Pourquoi Trump, il a une seule envie, hein, c'est conquérir le monde. C'est pas compliqué, hein. C'est pas de l'isolationnisme, contrairement à ce qu'on dit quelques ânes, c'est du protectionnisme offensif. Ça veut dire, nous, sur notre territoire, on développe et on libère la créativité. C'est la puissance des nations, il a compris, le gars. Les Chinois ont compris aussi, d'ailleurs. On libère la créativité. Et à l'extérieur, ça, c'est le. Trump, c'est un peu Janus, hein, il a deux faces. Hein. Il est tourné vers l'avenir, et de l'autre côté, malheureusement, il est un peu tourné vers le passé. De l'autre côté, il dit, mais protectionnisme, et donc on va vous empêcher, on va vous taxer 25% l'acier, l'aluminium, etc., etc., et on va conquérir les maladies. Donc il est offensif. Ouais, mais le problème, c'est qu'en France, en Europe, on a quantité de gens qui continuent à balancer des normes. Sur l'intelligence artificielle, il y a 5 séries de normes qui sont mises en place pour nous empêcher d'avancer. Attention, il y a les moralistes qui sont là, ils connaissent rien, les gars, c'est pas le problème. Ils sont là, ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est dangereux, ça permet de faire des bombes et tout. Oui, d'accord. Enfin, moi, j'étais en Afghanistan, puisque j'étais invité par Massoud, et je suis retourné. Je suis le seul intellectuel à avoir été invité par Massoud. J'ai visité la maison de jeunes filles qui était là, la seule maison de jeunes filles d'ailleurs à Kaboul, et la maison de jeunes filles avait été transformée par les talibans en dortoir de talibans et en chimie, en maison de chimie, où ils fabriquaient des armes chimiques. D'accord, il faut interdire la chimie parce que avec la chimie, on fait des armes. On est d'accord. Il y a 800 000 Hutus et Tutsis. Enfin, il y a une guerre pas possible avec des Tutsis qui ont été. Les Hutus, bref, qui ont été détruits avec un coup de machette. On va interdire le couteau, la machette, les machins. On va revenir à la pierre et encore, à coup de pierre, on peut tuer les gens, on peut lapider les gens. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut libérer la créativité. Bien sûr, tout peut être utilisé par les pulsions destructrices que nous avons nous. Mais la créativité, c'est la clé de la puissance. Et d'ailleurs, avec la créativité, on peut aussi contrôler ces pulsions morbides, justement, empêcher qu'on puisse l'utiliser. Donc, c'est la créativité qui est la clé. Je dis ça parce que en France, au lieu de se lancer alors, Macron, pour le coup, a un peu compris. Il essaye de dire, mais enfin bon, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, concrètement, il dit qu'il va essayer de réunir 100 milliards de dollars en je ne sais pas combien de temps. Ok. Alors, rien que là, sur 4 ans, ils vont réunir aux États-Unis 500 milliards de dollars. Et encore, Nvidia n'est pas dans le coup. Donc, Nvidia, si Nvidia vient de se mettre dans le coup, donc ça a encore monté. Mais Musk n'est pas dans le coup. Donc, il va faire son truc de son côté. Donc, il y a une émulation de la créativité formidable. Le problème, c'est qu'en Europe, on a une bureaucratie qui commande, on a des normes, Et ça, mon personnage le rencontre tout le temps. Il y a toujours des maîtres des vérités qui disent attendez, non, non, mais c'est nous qui contrôlons l'affaire. Attendez, c'est le bien du peuple, c'est nous qui allons le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, c'est formidable. Le bonheur, il y a une voie qui est une voie totalitaire, qui est de faire croire que le bonheur pourrait dépendre de l'État, des maîtres des vérités qui savent mieux que nous ce qu'il faut faire. C'est ce que faisaient les communistes en URSS et en Russie avant, enfin, la période, enfin, qu'importe. C'est ce que font toutes les dictatures. Ils prétendent faire notre bonheur à notre place. C'est pour ça que quand le personnage il arrive à Londres, il découvre ça, il découvre que mais non, le bonheur, c'est une affaire individuelle. Chacun cherche la créativité. Parce que chacun est différent, la nature de chacun est différente. Donc la créativité, chacun l'exprime à sa façon. Et il faut laisser ça, il faut laisser se multiplier ça. Et quand il est à Paris, quand face à Rousseau, justement, face aux rousseauistes, à Robespierre, etc., voilà, c'est pas pour rien que Saint-Just dit le bonheur est une idée neuve en Europe. Oui, mais le bonheur, il s'agit, c'est le bonheur commun, vous voyez. C'est le bonheur qu'on vous force à prendre, qu'on vous interdit votre voiture individuelle, on vous interdit de vous épanouir dans votre sens parce que non, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour l'État, c'est pas bon pour le sens commun. Ces gens-là prétendent déterminer à notre place comment chercher le bonheur. Résultat de l'affaire, on a des sociétés bloquées, des sociétés archaïques, des sociétés qui ne fonctionnent pas, des sociétés qui sont justement en pleine perte. Et quand Trump dit, moi, je fais l'offensive, le problème, c'est que nous, en face, il y a deux solutions, hein, où on dit, bah, écoutez, oui, on va devenir vassal de les États-Unis, pourquoi pas, après tout, bon, voilà, vogue la galère, c'est fini pour nous, hein.
Mais on peut aussi se dire une autre chose, c'est, écoutez, on va nettoyer nos propres trottoirs, on va nettoyer devant notre maison, et on va nettoyer ça, et puis nous, on va aussi développer la créativité. Et puis on va faire de l'émulation, et de chiant, on va résister à cette vague qui arrive, qui est un peu impériale, il faut quand même le dire. Voilà. Et c'est ça l'idée. Et le fondement de l'affaire, c'est que nous sommes victimes de tous ces prophètes de malheur, de tous ces bureaucrates, de tous ces gens qui prétendent faire notre bonheur à notre place, ou dire ce que doit être le sens de notre vie. C'est pour ça que le sous-titre est très important. C'est bien à la découverte du sens de sa vie. La découverte du sens de sa vie, Et, c'est fait par soi-même, pas par les autres. et justement, alors une question qui finalement vient compléter un peu ça. Comment on peut expliquer, on l'a dit, vous partez de l'état de nature, qui est finalement le point zéro, et on s'aperçoit très vite qu'on a intérêt à s'y échapper. Comment expliquer aujourd'hui qu'on a une forme de retour d'une partie des intellectuels, notamment français, mais occidentaux, à une idéalisation de la nature avec par exemple la théorie Gaïa qui revient très fort, avec le mythe du réensauvagement qui est aujourd'hui assez important, avec le procès qu'on fait à l'homme, notamment avec le concept d'anthropocène, qui est aujourd'hui des concepts qui sont enseignés quelquefois de manière obligatoire, y compris dans les écoles de commerce. Donc, comment expliquer ce retour à l'état de nature dont vous commencez par être finalement l'étape zéro, et comment ça se fait que nos sociétés reviennent à ce niveau zéro? Oui, parce qu'en fait, là où on se trompe, c'est quand on croit que l'esprit magico-religieux, on peut l'appeler comme ça, magique en tout cas, qui consiste à attribuer à la nature des esprits, à croire qu'on peut être heureux en se soumettant et en la transformant pas. Il ne faut pas croire que donc cet esprit magique qui vient de très loin est disparu. Il est toujours un peu au fond de nous-mêmes en réalité. Et face au capitalisme, aux démocraties libérales, face à la croissance, etc., on voit surgir en quelque sorte une sorte d'union de toutes ces forces profondément, entre guillemets, au sens de Nietzsche, réactives, réactionnaires si vous voulez, mais j'aime pas trop le mot parce qu'on l'emploie à d'autres sens, mais réactives qui vont aller contre l'évolution. Et c'est normal parce qu'on a précisément ce vieux monde qui est là, qui veut freiner à tout prix ce développement. Je précise d'ailleurs, pour aller sur le fond de l'affaire, que je pense que ces gens-là sont en réalité dans la haine de soi. Et en fait, ils veulent nous imposer leur haine de soi à nous. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est quand même cette envie d'empêcher les gens de prendre du plaisir. C'est quand même un truc monstrueux, quoi. Je veux dire, en France, même en France, c'est délirant, quoi. Alors, on peut pas chasser, on peut pas se déplacer, on peut pas boire, on peut pas faire la fête. Dès qu'on fait quelque chose, on est en train de menacer Gaïa, on est en train de menacer la nature. Vous voyez bien, il y a une sorte de haine de soi qui est là et qui se profile en haine de. Et il y a une jouissance sur le fond de l'affaire, c'est que je pense qu'il y a une jouissance de certaines personnes à nous empêcher d'être heureux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, ils sont certains, là, ces écolos qui sont punitifs, ils sont là, ils sont tout contents quand ils réussissent à nous empêcher. Par exemple, le Tour de France, empêcher l'arrivée du Tour de France à Lyon. Non, mais attendez, ils sont contents. Ils sont contents de nous empêcher de faire une course automobile. Ils sont contents de nous empêcher de faire des fêtes, etc. L'art de Noël, ils sont contents de nous empêcher l'art de Noël. Mais ça, c'est des plaisirs, c'est des joies. Ils sont contents, au fond, satisfaits de nous empêcher à la joie. Oui, parce que derrière, c'est des pulsions de mort qui sont là. Et donc, moi, ce que je pense, c'est pour ça que moi, je ne les déteste pas, d'ailleurs. Parce que je les plains, en fait. Moi, ce que je souhaite par ce livre, c'est ouvrir les gens à la vie, à l'amour de la vie, à la joie de vivre et à la recherche de leur propre bonheur. Ces gens-là, ne nous en occupons pas ou combattons-les. Alors, je vais prendre quelques questions. La première que j'ai vue, je vais en poser les deux de suite. Finalement, on pose la question de l'intelligence artificielle et de la créativité. La créativité, si c'est ce qui nous distingue et qui nous permet de bonheur, est-ce que c'est ce qui nous distingue aussi de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous croyez que l'intelligence artificielle peut, elle aussi, devenir créative? Et peut-être une question qui va dans le même sens. Est-ce que la Chine est créative? Est-ce qu'on a des pays comme ça qui sont extrêmement créatifs, ou en plus on avait un peu le mythe de la Chine qui copiait surtout? Est-ce qu'aujourd'hui elle est devenue un pays créatif? Je vais vous passer cette Oui, question. ouais, on peut commencer même par la fin. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, la créativité. Le Parti communiste chinois a compris, hein.
Ils sont pas débiles, ils ont compris très bien ce qui se passe. Ils ont compris que s'ils voulaient rester une grande puissance, il fallait qu'ils laissent les gens créer. Alors bien sûr, dans les limites d'un État policier, d'un État de non-démocratie, évidemment, mais si vous ne parlez pas de politique en Chine, vous faites ce que vous voulez, vous occupez pas de politique, vous occupez pas du parti, allez-y, le parti étant quand même les services secrets ayant leur mot dans tout ce qui se fait. Vous parlez de DeepSeek, donc notamment l'intelligence conversationnelle qui est inventée par les Chinois. Il faut quand même savoir que 40% des réponses, vous ne pouvez pas les avoir sur DeepSeek, parce que dès que vous touchez les questions politiques et tout, c'est impossible, ça a été programmé pour que vous ne puissiez pas toucher ça. Bref, mais la créativité, c'est la clé. Pour ça, pourquoi est-ce que nous sommes passés en 7e place? Vous vous rendez compte, nous étions en 2e place au 19e siècle. Maintenant, nous sommes en 7e place. Nous avons reculé de 6e à 7e ces 4 dernières années. Pourquoi le Brésil, pourquoi l'Inde fait mieux que nous? Pourquoi le Brésil est en train de nous dépasser? Pourquoi est-ce que... Mais parce que tout simplement, ces gens-là comprennent, eux, qu'il faut développer l'innovation. Ils comprennent que l'innovation, c'est la clé. C'est pas les normes, la clé. C'est pas avoir une bonne bureaucratie qui est contente d'elle-même parce qu'elle nous bloque, parce qu'elle contrôle, etc. Comment des bureaucrates pourraient-ils contrôler au nom de quoi, de quel savoir l'intelligence artificielle? Ils n'ont aucune culture de géométrie linéaire, ils n'ont qu'une culture de physique, ils n'ont qu'une culture d'informatique, aucune culture logique. Ils ont fait des études administratives, c'est bravo, moi je n'ai rien à dire à ça, j'applaudis, j'étais professeur à la faculté de droit, je trouve ça très bien de former des bons administratifs, mais ce n'est pas des scientifiques, il faut être sérieux. Donc comment, au nom de quoi pourrait-il faire ça? La morale, mais quelle morale? La seule morale, c'est celle qui est celle de l'humanité, celle qui est conforme à notre nature. Notre nature, c'est la création. Donc la seule morale, notre nature, elle est créatrice. Donc la seule morale, c'est de développer la créativité. C'est ça la morale qu'il devrait y avoir. C'est pas autre chose. C'est de nous permettre de nous développer. Alors pour revenir sur la première partie de la question, l'intelligence artificielle, c'est un problème. Si je vous dis par exemple, voilà une table, parle de quoi? La table de la loi, la table des matières, la table de la salle à manger, la table de multiplication. Je parle de quoi, le mot table? Voilà. Si je vous dis le mot mémoire, je parle de quoi? C'est ça, hein, c'est un vrai problème. Hein. Si je vous dis le mot intelligence, je parle de quoi? Et là, il faut couper au scalpel toutes ces histoires-là, parce que l'intelligence de la machine dite intelligente n'est pas l'intelligence humaine. Il faut bien que les gens comprennent ça. Je veux dire, autrement, on va dans le décor et je veux dire, on frise l'absurdité. La machine logique, c'est une programmation logique, par définition, faite par des programmateurs qui suivent des processus, des procédures logiques. Globalement, il y a 5 fonctions du cerveau, 5 activités du cerveau qu'on peut à peu près reproduire. Donc que je décris dans le livre, qui sont des activités comme la cohérence, le discours cohérent, etc. Ces 5 activités, ont toutes la même caractéristique, c'est les caractéristiques logiques. Par exemple, on va reprendre l'histoire de la mémoire. Une machine, vous ne pouvez pas produire votre mémoire dans une machine. C'est un mot qui a 2 sens différents. Votre mémoire, par exemple, vous voyez bien, il y a un inconscient dedans. Par définition, la machine ne peut pas reproduire l'inconscient. Votre mémoire, dans votre mémoire, vous avez des souvenirs enfouis, des souvenirs qui réapparaissent. Et puis, très franchement, je ne vais pas faire un cours, c'est très ennuyeux sur la mémoire, mais la mémoire, en fait, ça, personne l'avait bien vu. La mémoire, en fait, c'est un truc que vous utilisez en fonction de vos besoins ou en fonction de ce qui arrive. Hop, d'un seul coup, vous vous souvenez de quelque chose, un peu Proust, hein. Hop, vous retrouvez quelque chose. OK. Et puis ensuite, hop, il disparaît. Mais pourquoi? Parce que vous en avez l'usage. Voilà, si vous n'avez pas l'usage, vous laissez tomber, vous n'allez pas encombrer votre mémoire de plein de choses. Ce qui amène au deuxième problème d'ailleurs. Donc la mémoire ne peut pas être transcrite. Et ce qu'on appelle mémoire d'ailleurs, je l'explique dans le livre de manière assez simple, c'est qu'en fait ce qu'on appelle mémoire n'a rien à voir avec notre mémoire humaine. Pas plus que ce qu'on appelle l'intelligence. Donc c'est 5 fonctions du cerveau. Le cerveau humain a cette particularité précisément de pouvoir mentir. Une machine ne peut pas mentir par définition, de dissimuler, de simuler, de prétendre dire le faux en sachant le vrai, de dire le oui, elle est capable de jouer avec vous, elle est capable, et l'être humain, il est capable même de débrancher la machine, vous voyez, elle est capable, voilà. L'être humain, il a une particularité plus forte encore. C'est ça qui est formidable chez l'être humain. C'est que l'être humain, il ne fait pas le tour de toutes les questions. C'est génial, l'être humain.
je vais vous expliquer. Bon, imaginons le truc dont parle Harari et de parle quelques autres un peu. Voilà. Imaginons une super machine intelligente, ce qui est tout ce dont tout le monde parle. Super intelligente. Elle connaîtrait tout, du vol de papillon à mes désirs. Entre parenthèses, c'est déjà techniquement, logiquement impossible. Mes désirs, par définition, ils ne sont pas logiques. Mais enfin, qu'importe. Donc, cette machine logique connaîtrait tout. Mais ce qui est formidable, c'est que, OK, elle connaîtrait tout. Alors voilà, il y a le temps le plus court, c'est 10, on va le symboliser, c'est 10 puissance moins 44 secondes. C'est le temps le plus long, la constante de Planck pour aller très vite, c'est en rapport avec la vitesse du photon, enfin bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est ça le temps le plus court. On va admettre, voilà, alors là, la machine, elle va très très vite, elle est tellement puissante qu'elle connaît tout, et elle est capable de penser. Ouais, mais elle ne peut pas penser plus vite que les 10 puissance moins 44 secondes. Impossible. Puisque c'est par définition la vitesse, c'est un rapport avec la vitesse des photons. Donc, elle réfléchit au monde entier. Oui, mais sauf que pendant le temps où elle se produit, il y a au moins ce temps, ce laps de temps qui s'est produit. C'est 10 puissance moins 44 secondes. Or, pendant ces 10 puissance moins 44 secondes, il s'est passé des milliards d'événements. Elle va être obligée de recalculer. Et ainsi de suite à l'infini. Ce qui fait que votre super machine, elle ne peut pas agir. C'est ça la caractéristique. S'il y avait une super machine comme ça intelligente, elle serait dans l'incapacité logique d'agir. Donc, si vous voulez, il faut revenir aux bases et aux fondements. Les machines logiques, c'est des machines logiques. Pas plus qu'on ne tue avec la machette par définition, mais on peut tuer avec la machine, pas plus on ne tue avec l'intelligence artificielle par définition, mais on peut évidemment utiliser cette machine pour faire le mal, pour faire de la destruction. À l'inverse, ce qui est certain, c'est que, et ça les gens l'appréhendent simplement un peu, mais cela dit, justement, c'est une chose je crois que Macron l'a vu d'ailleurs, ça. C'est une formidable aide à la créativité. C'est formidable. Rien qu'au niveau de la santé, c'est un bouleversement sans précédent. C'est déjà un bouleversement sans précédent, mais sans précédent pour soigner les cancers, les tumeurs, etc. C'est formidable. Et alors, il y a une autre révolution derrière que les gens ne voient pas, parce que l'intelligence artificielle en tant que telle, je veux dire, bon, ok, ça nous donne beaucoup de savoir, mais lié à la robotique, ça nous permet de beaucoup agir. Et ça, c'est génial parce que l'intelligence artificielle, c'est la fin du travail. Alors les gens disent, oh, la fin du travail, mais alors c'est fou, c'est le chômage et tout. Mais pas du tout, vous n'y êtes pas. Alors ça, ça va choquer peut-être beaucoup de monde. Hein. C'est un des sujets, effectivement, la différence entre travail et activité et la fin du travail. C'est formidable. Ça, c'est Aristote qui l'a fait découvrir à Mon Vagabond. Parce qu'en fait, Aristote, il dit, écoutez, là, vous êtes bien gentil. En fait, il répond à Marx, hein, sans le savoir, mais vous êtes bien gentil, vous nous parlez de travail. Mais en fait, pour aller clairement, Aristote, c'est formidable comme personnage, mais il ne travaille pas, c'est un aristocrate. Archimède, il ne travaille pas, c'est un aristocrate. Il ne travaille pas, ces gens-là. C'est pas pour ça qu'il ne se passe pas plein de choses, c'est des créateurs. Et Aristote dit une chose formidable, il dit, parce qu'il y a l'esclavage, voilà, il n'est pas très favorable en fait à l'esclavage, mais bon, après, c'est la civilisation grecque. Alors, il dit simplement, on pourrait imaginer un monde, ça c'est formidable, cette déclaration d'Aristote, c'est très science d'Aristote. On pourrait imaginer un monde, parce que les hommes ne sont pas des êtres, voilà, parce que dans le travail, les moyens de travail, c'est l'animal, c'est l'outil et c'est l'humain, il le constate. On constate que dans les champs, il y a des gens qui travaillent, il y a des humains, il y a des outils, il y a des animaux. Il dit, mais on pourrait peut-être imaginer un monde où l'être humain ne travaillerait plus parce que les machines travailleraient à sa place. Il donne cet exemple concret. Et c'est exactement ça. C'est pas pour ça que l'humanité disparaît. Ce qui disparaît, c'est le travail servile, c'est la servilité. Qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là? Mais ce qu'il était lui-même, ce qu'étaient tous ces gens-là, il y a quand même beaucoup d'aristocrates à Athènes, la vie, l'activité, la vie active, c'est-à-dire la créativité, la création de son être, la création de sa vie, qui est ouverte au monde entier. Je vous rappelle l'histoire de la petite fille qui est sur son château de sable, qui fait son château dans le sable. Tous les humains sont créatifs. Et donc, la fin du travail n'est pas la fin de l'activité humaine. Et certains me disent, oui, mais on va devenir paresseux. Mais pas du tout, c'est le contraire. Pourquoi est-ce que je suis paresseux de temps en temps? Moi-même, je suis paresseux de temps en temps, évidemment. Mais parce que je ne suis pas excité par ce que je fais. Ça m'ennuie. Parce que voilà, ouais, il faut que je me lève le matin pour travailler. Moi, pour payer mes études, j'astiquais les rotatives la nuit. Alors, vous imaginez, pas sympa. À 3h du matin, 81, c'est statives. J'ai dit, en plus, j'avais des allergies partout. Bon, pas terrible. Voilà. Il est évident que le travail, c'est pas sympa tellement. Je veux dire. Mais si on m'avait dit, Yves, bah, écris des romans, tiens, vas-y, bah, t'es payé, vas-y, bah, au lieu de travailler, va écrire un roman, tiens. Bah,
Bingo, je le fais évidemment parce que l'enthousiasme lié à l'activité, parce que l'activité est liée à notre nature. Ça, Aristote le dit très bien. Nous sommes des êtres actifs. Et il ne sait pas, la créativité, la création, il n'est pas encore sur ce concept-là. Et sur le concept d'activité, oui, il dit, nous sommes des êtres actifs. Par définition, nous sommes des êtres actifs. Nous ne sommes pas. Il parle de Dieu. Son Dieu, c'est le premier moteur immobile. Lui, il ne bouge pas. Il est mobile. Okay. Les animaux, bon, ouais, enfin, ils font selon leur nature. Ils ne sont pas capables de créer leur environnement, de créer des civilisations, etc. Il est sensible à ça, Aristote. Il est génial, Aristote. Et il dit, mais les êtres humains sont des êtres actifs. Alors libérons l'activité, c'est ce que disait Aristote. Sauf que moi, mon vagabond, à la fin, il dit, c'est pas ça la vérité, c'est libérons la créativité, parce qu'en libérant notre nature, nous allons être excités pour nous réaliser nous-mêmes. C'est ce que lui dit Peggy, d'ailleurs, une femme qu'il rencontre quand il est, après avoir monté au-dessus des cascades dans la vallée du Miel, il rencontre Peggy Guggenheim, une Peggy qui lui explique pourquoi tout le monde peut être créateur de sa vie. Hein, encore une fois, la mère qui enfante, le galeriste, le peintre, mais aussi le cuisinier, le boulanger. Tout le monde peut être créateur de sa vie. Voilà, c'est ça qui est formidable. Et l'intelligence artificielle, tout de suite, là, je le dis franchement, le raz-de-marée qui arrive, c'est les temps contemporains. Moi, j'appelle ça la révolution des temps contemporains. C'est justement la libération de la créativité. Voilà. Et il faut absolument la libérer à fond. Et ensuite, bah, les pulsions morbides qui utilisent cette créativité-là, bah, il faut les affronter. Grâce à la créativité, on les affronte, c'est tout. Et moi, je vous dis quelque chose, je pense que lorsque les hommes sont créatifs, ces pulsions morbides, quelque part, elles se détruisent elles-mêmes ou elles s'affaiblissent. Parce que quand vous laissez un enfant inactif, quand vous le laissez sans créativité, au bout d'un moment, il tourne en rond, au bout d'un moment, il y a ces pulsions qui travaillent, ces pulsions de mort. Alors, si vous lui dites de créer, si vous l'aidez à se réaliser lui-même, il n'y a aucune raison qu'il soit agressif. Donc, même s'il y a de l'agressivité chez nous, hein, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on peut surmonter nos pulsions agressives grâce à notre jeu. Hein, notre jeu. Le jeu, c'est très important. Hein. Je ne sais pas, j'en Alors, parlerai peut-être. non, parce on va devoir bientôt clore, puisqu'on a déjà dépassé l'heure. Dernière question, parce que c'était la première question qu'on a posée sur le chat. Finalement, ce livre, est-ce que tu as eu du bonheur à l'écrire? Est-ce que tu es heureux de l'avoir écrit? J'adore. Ah oui, alors c'est marrant parce que Et qu'est-ce que tu retiens de ça? Et qu'est-ce que tu aimerais justement qu'on fasse de ce livre maintenant? oui, oui, oui ça a été difficile. Mais oui, on revient sur le truc. Ça a été difficile, mais j'ai adoré cette difficulté. 3 ans et demi, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi. J'ai adoré cette difficulté. D'abord, il y a plein de secrets dans ce livre. J'ai mis plein de secrets partout, etc. Rigolo, sur le miel, sur les prénoms, sur les noms des rues, etc. Il y a plein de secrets très drôles. Enfin, si ça vous amuse de le lire de cette façon-là, il y a plein de lectures différentes du livre. Il y a même une lecture métaphysique du livre, hein, qui est très importante, puisque vous me demandez un peu la fin de cette affaire, c'est très important parce que, au fond, ça, je suis très influencé par Max Planck, donc l'inventeur de la théorie des quanta. Et, euh, et au fond, il y a une énergie créatrice dans le monde. C'est pour ça qu'il y a un monde plutôt que rien. Mais c'est aussi pour ça que le monde ne s'écroule pas, parce qu'autrement, principe de thermodynamique faisant, le deuxième principe, il ne devrait plus rien avoir. Il y a une énergie créatrice du monde. Moi, ce que j'adore, alors on l'appelle comme on veut, moi là-dessus, je me méfie des mots comme de la peste, comme vous savez dans le livre, je me méfie. Mais peut-être qu'on peut l'appeler Dieu, mais si ce Dieu, c'est le Dieu de la création, c'est le Dieu qui aime l'humanité, etc. Ça peut être que ça, puisque nous sommes créateurs et que être créateur, c'est aller au fond se réaliser. Donc, et les autres, quand ils se réalisent, ça nous nourrit aussi. Donc c'est une dynamique où l'amour de l'autre devient aussi producteur de notre dynamique de créativité, donc de notre bonheur. Donc vous voyez, enfin, j'insiste pas, les 2 derniers chapitres parlent de ça de manière un peu avec humour, mais voilà, mais sur le fond, voilà. Et donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce livre parce que je suis content, je suis sûr que les gens qui vont lire ce livre vont éprouver du bonheur et qui vont pouvoir se réaliser. Et mon souhait, c'est qu'on diffuse ce livre, non pas pour faire de l'argent, etc., c'est pas mon truc, mais à l'inverse, pour que on puisse distribuer ce bonheur, qu'on puisse le... Et c'est ce que dit le vagabond. Le vagabond, à New York, quand il laisse les carnets de voyage, il dit, faites-en ce que vous voulez. Et puis écrivez votre propre histoire. Parce que, vous savez, il y a un truc fondamental. Lorsque le vagabond prend le train, au début, il y a une sorte de contrôleur qui est là. Il croit que c'est un contrôleur. Il va dire, je ne suis pas un contrôleur, moi, il est en grand blanc, pas un contrôleur.
Parce qu'ici, il n'y a pas de contrôleur. Il dit dans ce train, vous êtes tout seul, et on sent, c'est pas pour rien qu'il est toujours tout seul dans le train. Hein. Il y a personne qui hop, il ressort, il se retrouve toujours tout seul. Il n'y a qu'un seul wagon dans le train. Donc, dans les 4 trains, il n'y a toujours qu'un seul wagon. Et il dit, au fond, vous n'avez pas besoin de ticket. Parce que tout le monde a gratuitement la grâce de trouver sa créativité. Tout le monde gratuitement a accès à son propre chemin du bonheur. Créez votre propre chemin du bonheur. Réalisez-vous vous-même. C'est ça, si vous voulez, mon message. Réalisez-vous, faites passer le message et refusez tous ces prophètes de malheur, tous ceux qui détruisent votre joie, tous ceux qui essaient de vous culpabiliser et exprimez votre envie de vivre, votre je suis, j'exige, je crée, ce bonheur d'être au monde dans cette vie-là, maintenant. Voilà. Merci beaucoup Yves. Effectivement, c'est aussi une des clés du bonheur, c'est que ce livre est aussi un formidable cri d'optimisme. Je voyais la dernière question. Alors, ça veut dire que la fin du monde n'est pas certaine. Effectivement, ça montre que par notre création, par notre innovation, on peut résoudre beaucoup des problèmes qu'on ne minimise pas, que Yves, dans son livre, ne minimise pas. Mais les malheurs existent, les problèmes sont nombreux, mais c'est par la créativité et pas par, justement, tout ce qui nous entrave, que ce soit les réglementations, les idéologies décroissantes, etc. Donc c'est un livre très très important, effectivement, qu'on peut lire et relire, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de lecture. Vous pouvez d'ailleurs le lire étape par étape, parce que on peut découvrir à chaque fois un auteur, une étape, de façon très intéressante. En tout cas, je vous redonne le livre. Vous avez normalement le lien et le lien d'achat d'ailleurs du livre dans les mails que vous avez reçus. Et je remercie Yves pour cette discussion. Et comme à chaque fois, je pense qu'on pourra, se revoir sur pas mal de sujets, et peut-être d'ailleurs sur un sujet plus technique, puisque je sens que sur l'intelligence artificielle, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Yves, et merci beaucoup à tous. Alors, en espérant que ça vous ait plu, je vous tiens au courant des prochaines rencontres très rapidement, et vous pourrez retrouver cette rencontre en replay sur YouTube. Merci à vous.